L'enregistrement est en cours. Oui, rebonjour à tous. Donc, je pense qu'on peut commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons accueillir notre speaker, donc Mohamed Danbou, donc qui est un des chercheurs donc actifs dans le domaine, en même temps cofondateur de Kasen AI et manager aussi, vice-manager de Kasen AI. Donc, bon, on va lui laisser se présenter et nous présenter aussi voilà, un de ses travaux qui est l'objet même de la séance d'aujourd'hui. Donc, Mohamed Dan, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mohamed Anbou. Je suis vice-manager de Galsen AI, en même temps chercheur affilié au niveau de l'Université Alioune Diop de Bambey. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un immense plaisir pour moi de retrouver les Reading Group. Donc je dirais que Sophie m'a forcé, ça fait des mois quand même qu'elle court derrière. Juste que dernièrement, j'avais un peu trop pris le retrait par rapport aux présentations et partages. Et plus me focaliser sur les travaux au sein de Galsen AI et qui ont un fort impact. Donc, ça fait 2 ans que j'ai commencé à travailler exclusivement sur l'inclusion du Wolof au niveau de l'IA de manière générale. Donc, ça a commencé d'abord par le premier projet L'enregistrement est en cours. sur lequel j'ai travaillé, c'est le projet AYA, donc avec lequel on avait consulté au sein de Galsen AI pas mal de jeunes qui ont à, à la fin intégré le board même de Galsen AI, dont Sophie. Donc c'est là-bas qu'a commencé le premier travail qu'on a fait sur l'inclusion du Wolof sur des technologies de l'IA. Donc par la suite est venu l'autre projet de Tiny AI quand même, sur lequel aussi on a participé. Et en amont aussi, il y avait le premier article sur lequel nous avons travaillé, c'est l'article NER de Masahan. Et dernièrement, nous avons travaillé sur un nouveau projet de Masahan, donc qui est constitué de 2 projets même. Donc c'est le premier projet qui a abouti sur un article qu'on vient de publier tout récemment, qui est le AfriFact. Donc je vais vous partager, faire la lecture de cet article aujourd'hui. Donc, j'ai préparé une présentation pour vous éviter quand même tout ça. Donc, ça, c'est le premier article des 2 projets que nous avons, qui est l'AfriFact. Donc, Culture, Information Data Review, Evidence Extraction and Fact-Checking for African Language. Donc, c'est un benchmark de dataset, donc constitué de 11 langues, donc 10 langues africaines et une langue et l'anglais, donc naturellement. Donc, je vais expliquer après pourquoi il y a eu l'anglais au niveau de ce projet. Donc, le constat est parti. Bon, je vais switcher pour vous éviter tout ça.
Donc, le projet vise à faire du fact-checking, c'est-à-dire la vérification d'informations. Donc, lorsqu'on fait du fact-checking, naturellement, si on a une information qu'on doit vérifier, la première chose qu'on fait, la plupart du temps, c'est d'aller sur Internet, d'aller sur Google. Donc, de taper l'information. Donc, Google va nous sortir une liste d'articles aussi qu'il a trouvé, suivant un ordre du plus pertinent au moins pertinent. Et maintenant, donc, nous allons cliquer sur un lien pour essayer de vérifier est-ce que l'information collabore avec le lien qu'on a ouvert, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le fact-checking. Donc, c'est constitué de 3 étapes, à savoir le fait de retrouver les documents qui sont liés à une affirmation. Donc, par exemple, si je donne juste une phrase, que lors des dernières élections au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est devenu le 5e président du Sénégal. Donc là, si je prends l'affirmation, Bassirou Diomaye Faye est devenu le 5e président du Sénégal. Donc ça, c'est une affirmation. Donc, si je cherche, est-ce que l'affirmation est vraie ou pas, je peux prendre ça et aller sur Google, taper ça. Donc, vous allez voir naturellement que Google va nous donner un ensemble de liens donc, sur lesquels je peux cliquer et essayer de voir. Donc, maintenant, donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'extraction des phrases qui affûtent ou refutent l'affirmation. Donc maintenant, si je clique sur le lien, si je parcours, donc je vais naturellement beaucoup de texte, mais je dois voir les phrases là qui sont dans le lien que j'ai ouvert, qui permettent d'affûter, d'appuyer ou bien de refuter l'affirmation que je suis en train de chercher. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et maintenant, la troisième étape, ce n'est rien d'autre que l'étape de classification. Donc, maintenant, allô? Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, et la dernière étape, c'est l'étape de classification maintenant. Donc, maintenant, c'est à savoir maintenant, est-ce que cette information que je viens de vérifier est une bonne information? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Ou bien est-ce que voilà, il n'y a pas assez d'informations pour qu'ils puissent le tailler? Donc, le dataset, de manière générale, en entière, compte 18 256 claims. Donc, au niveau du papier, vous allez voir qu'on parle là de claims, donc qui n'est rien d'autre qu'une information, qu'on peut vérifier donc avec des preuves. Donc, une claim, c'est une affirmation qui peut être vérifiée à partir de sources fiables. Donc, le temps que je parcours, donc Karim, si tu peux aussi partager le lien de l'article. Donc, comme ça, les gens peuvent suivre en même temps que moi. Donc, une affirmation, donc au niveau de l'article, vous allez voir qu'on parlera de claim. Donc, un claim, c'est une affirmation qui peut être vérifiée à partir de sources fiables. Donc, nous maintenant, notre dataset contient 10 256 claims, c'est-à-dire un ensemble d'affirmations qui contiennent des preuves qu'on peut vérifier. Et maintenant, le dataset couvre 10 langues africaines et l'anglais. Maintenant, je vais dire pourquoi l'anglais. Maintenant, la motivation. Donc, qu'est-ce qui nous a motivé à mettre en place ce dataset? Donc, d'abord, vérifier une information. Donc, vérifier une information n'est pas neutre quand l'information manque. Donc, par exemple, dans notre contexte, un contexte africain, où on n'a pas accès à assez de ressources, donc où on n'a pas accès à l'information. Donc, le fait que l'accès à l'information pose un problème. Donc, le fait de pouvoir faire du fact-checking au niveau africain, donc ça pose énormément de problèmes du fait que nous-mêmes, on n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez accès à l'information. Donc, la désinformation, donc diffusée en ligne, influence des décisions de santé publique et les perceptions culturelles. Donc, je prends juste un exemple au Sénégal. Donc, durant le Covid, on a eu du mal à lutter contre cette maladie, du fait de beaucoup de choses par rapport au vaccin. On disait que ceux qui se vaccinaient, voilà, ils vont mourir dans les 2 ans à venir, ils vont, voilà, etc. Donc, tout ça, c'est de la désinformation et qui impacte négativement sur le bon déroulement d'une politique de santé, etc., etc. Je peux te donner juste un autre exemple qui est beaucoup plus palpable, c'est-à-dire la lutte contre le cancer du col de l'utérus, donc qui est un problème de santé publique déjà, parce que le cancer, c'est une maladie qui coûte extrêmement cher comparé nous au Sénégal, comment voilà, la pauvreté, etc., les moyens ne suivent pas pour la plupart des Sénégalais.
Donc, c'est une maladie qui vise les femmes et dont on a découvert un vaccin que les filles qui sont âgées de 9 ans et plus peuvent prendre. Mais du fait de la désinformation, donc l'État du Sénégal a du mal à pouvoir faire passer ce vaccin-là. D'accord? Donc, parce qu'on dit que là, c'est une méthode que les Européens utilisent sur nous pour nous éviter la fertilité, etc., pour réduire la population, etc. Donc, du fait de toutes ces désinformations-là, donc ça impacte négativement sur la santé publique des Sénégalais. Donc, d'où la pertinence de faire du fact-checking. Donc, l'autre risque, c'est le risque. Donc, le risque là s'intensifie donc naturellement sur nous qui sommes qui sommes dans des langues comme le Wolof qui sont des langues à faible ressource. Donc, l'accès était déjà très limité. Il n'y a pas assez d'informations qu'on partage sur. Il y en a presque pas même, pour dire vrai. Donc, maintenant, donc, ce DT7-là est venu pour régler ce problème-là. Donc, pour l'ensemble des benchmarks qu'on a fait, donc pour l'ensemble des travaux similaires, ils ne contiennent à peine, il n'y a que un ou deux benchmarks de dataset qui prend en compte les langues africaines. D'accord. Maintenant, pour maximiser l'impact, donc pour cet article-là, on n'a pas pris tous les domaines, on a juste choisi 2 domaines, à savoir la santé et la culture ou encore l'actualité. Donc, on a choisi que ces 2 domaines-là pour essayer de constituer un dataset donc, où on pourra maintenant entraîner un modèle pour faire du fact-checking. Donc, c'est de manière générale, de manière très ramassée, voici ce qui a motivé la création de dataset, ce qui a abouti à cet article-là. Maintenant, comme je l'ai dit au début, donc pour vérifier une information, il faut suivre 3 étapes. La première étape, c'est la recherche d'informations. La deuxième, c'est l'extraction de l'évidence. Et la troisième est maintenant la vérification des faits. Donc, la première, ce qui consiste d'aller chercher des documents. D'accord? Maintenant, lorsqu'on cherche un document, comme je l'ai dit sur Google, on fait ce qu'on appelle du information retrieval. C'est-à-dire, on va essayer, selon le claim, j'ai expliqué c'est quoi un claim, selon le claim qu'on a, selon l'affirmation que nous avons, essayer de pouvoir maintenant faire un ranking par rapport aux documents les plus pertinents. Donc, au fil, on a utilisé le NDCG10. Donc, je vais expliquer c'est quoi. Bon, je prends, voilà, le NDDC10, voilà, qu'on appelle le Normalized Discontinued Cumulative Gain. Donc, c'est une métrique donc, qui permet de mesurer la qualité d'une recommandation par rapport à une information retrieval. Donc, c'est une métrique, comme si on prend le métrique de recall, etc. Donc, c'est une métrique qui permet de vérifier la pertinence d'une recommandation. Donc, si vous allez sur Google, donc on utilise ces métriques-là lorsque vous faites de la recherche d'informations sur Google. Donc, pour essayer de vous classer les premiers articles les plus pertinents. Donc, nous aussi, on va utiliser la même chose pour essayer de classifier, lorsqu'on a une claim, quels sont les documents les plus pertinents pour pouvoir répondre à cette affirmation-là. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'extraction de l'évidence. Donc, parce qu'on peut avoir un document. Donc, dans un document, l'ensemble des informations ne sont pas intéressantes. Il y a, par exemple, une partie du document qui est intéressante. Donc, je prends un exemple. Lors des dernières élections au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est devenu le 5e président. Donc, lors des élections, ce n'est pas important. Au Sénégal, non. Mais Bassirou Diomaye Faye est devenu le 5e président. Ça, c'est l'évidence. Donc, ça, on peut le souligner comme étant une évidence. Donc, ça qu'on appelle l'extraction de l'évidence. Maintenant, la dernière étape, ce qu'on appelle la vérification des faits. Maintenant, on doit avoir un modèle maintenant, d'accord, un LLM, qui doit nous permettre maintenant de vérifier, de faire ce qu'on appelle la classification par rapport aux 3 catégories qu'on a définies, c'est-à-dire le support, le refuted et le neutre, comme ça dit. On n'a pas not enough information, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir certifier la véracité ou non de cette affirmation. Maintenant, pour l'approche qui a été utilisée pour faire le travail, donc ce n'est pas une approche qui est end-to-end. Donc, on a utilisé une approche multimodale, c'est-à-dire on a une module qui permet de faire la recherche d'informations, une autre module qui permet de faire l'extraction de l'évidence,
et encore une autre module qui permet de faire la vérification des faits. Donc, ce qu'on appelle approche qui est multimodale. Donc, pour chaque partie, avec ses propres métriques, donc c'est-à-dire, on va avoir nos propres métriques pour le retrieval information, les métriques propres à l'extraction de l'évidence, et la même chose pour la vérification des faits. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, ce qui me pousse même à anticiper un peu sur les limites. Donc, ça, c'est pas une approche qui est end-to-end. Maintenant, pour le benchmark, donc, il y a pas mal de datasets qui existent, mais qui ne prennent pas en compte les langues africaines. Donc, je parle d'Ixfact, qui contient 25 langues et 0 langue africaine. Et pour les tâches, donc, il ne fait que la vérification. Donc, j'ai expliqué qu'il y a 3 tâches pour le fact-checking. Donc, il ne fait que la dernière étape ici. Donc, il saute les 2 étapes-là. D'accord? Donc, il ne fait que la vérification des faits. Il y a aussi le XFavor qui couvre 6 langues et 0 langue africaine. Donc, la même chose, il y a le Multiclaim qui couvre 78 langues et une seule langue africaine. C'est le saharien. Bon, après, je vais le voir sur l'article. Il y a le Polyfavor qui couvre 11 langues et une seule langue africaine et qui fait de la vérification. Donc, pour le multiclaim, il fait de la claim matching et de retrieval, mais il ne fait pas de la vérification. Maintenant, c'est dans ce sens qu'on a construit maintenant l'AfriFact, là, donc, qui est un dataset qui contient 11 langues, dont 10 langues africaines et l'anglais, et qui fait l'ensemble des 3 étapes de la vérification des informations, c'est-à-dire le retrieval, l'extraction et la vérification. D'accord. Et les langues qui sont couvertes, c'est l'Amraïque, le Haoussa, le Igbo, le Oromo, le Sona, le Sahawali, le Tiwi, le Wolof, le Yoruba, le Isuzulu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu comme chiffre donc, à la fin du travail? Donc, on a eu 18 256 claims donc, pour 11 langues, donc 10 langues africaines et l'anglais qui nous a servi de langue de référence. 2 domaines qui sont couverts, c'est-à-dire la santé, la culture et l'actualité. Et 3 tâches, donc c'est-à-dire le retrieval, l'extraction et la vérification. Maintenant, donc ça, les 18 256 sont l'ensemble de ce qu'on a. Maintenant, par langue, on a pour la santé, nous avons 848 claims, affirmations par langue. Donc, pour le Wolof, par exemple, pour la partie santé, nous avons 848 claims sur la santé pour le Wolof et 810 claims sur tout ce qui est culture et actualité. Maintenant, la stratégie pour la construction, donc par domaine, d'accord, donc sur le domaine de la santé. Donc ici, pour le domaine de la santé, donc il s'avère qu'on n'a presque pas de données de santé pour les langues que je viens de citer là, donc les langues qui concernent l'article. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur des documents de l'Organisation mondiale de la santé, donc pour avoir des documents à partir de AfriDoc-MT. Donc ce sont des documents-là qui sont en anglais, que nous avons pris et qu'on a essayé de le traduire avec des annotateurs. Donc pour ce projet-là, on a eu à recruter 3 linguistes qui parlent très bien Wolof. D'accord? Donc c'est avec ces 3 linguistes-là qu'on a pris les 93 documents que nous avons sur le domaine de la santé pour maintenant les aligner et les réécrire en Wolof. Donc je peux vous donner montrer un exemple de qu'est-ce qu'on a fait. Par exemple, pour le domaine de la santé, donc voici l'ensemble des documents que nous avons eus sur les sites de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on a aligné comme ça. Donc, voici les phrases. Et maintenant, pour chaque phrase, on va le donner à un linguiste qui pourra maintenant les traduire en Wolof. Donc, c'est comme ça le travail. Donc, on a eu pas mal de phrases. Et maintenant, pour chaque phrase, on va le donner à un annotateur qui parle bien Wolof et qui va essayer maintenant de le traduire. Donc, pour faire l'alignement anglais, français. Comme ça qu'on a fait. Donc, je reviens. Maintenant, pour la partie culture actualité, on est parti sur Wikipédia. Donc, on est parti sur Wikipédia et on a pris l'ensemble des articles qui étaient sur Wikipédia et qui étaient disponibles sur Wolof. Donc, c'était un travail un peu fastidieux parce qu'il fallait aller sur Wikipédia
on fait comme ça. Wikipédia, voilà. Bon, je peux juste prendre un exemple. Par exemple, je vais sur Wikipédia, je cherche par exemple Abdou Diouf. Voilà, Abdou Diouf est là. Donc, le document est disponible en 46 langues et je vais essayer de voir est-ce que le document est disponible en Wolof. Et voilà, si je clique ici, je vois que le document est disponible en Wolof et je prends cet exemple-là. Donc, de ce fait, on aura un alignement entre le document qui se trouve en anglais et le document qui se trouve en Wolof. Donc, c'est comme ça qu'on a fait pour avoir les 200 et quelques articles donc, qui sont disponibles sur Wikipédia. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, on a eu 200 documents, voilà. Donc, alignement par anglais, français, anglais, Wolof. Donc, c'est comme ça qu'on a fait pour disposer des 90 documents pour le domaine de la santé et des 200 documents pour le domaine de la culture et de l'actualité. Alors, pour le corpus santé, donc c'est 93 documents, comme je viens de le dire. Et pour chaque document, on a 842 claims. Et pour chaque claim, maintenant, les annotateurs vont créer 3 pour chaque claim, donc 3 affirmations pour les supporter, 3 affirmations pour les réfuter et 3 affirmations pour dire que c'est neutre. Donc, je retourne sur le document que nous avons ici. Donc, ça, ce sont des documents que nous avons pour la santé. D'accord? Maintenant, on va utiliser une autre application qui nous permet maintenant, pour ce document-là, de pouvoir générer 3 phrases qui permettent de soutenir l'affirmation-là, 3 phrases qui le refutent et 3 phrases qui sont neutres. Par exemple, si je prends l'exemple, ci atum 1987, ñetti fukki ndajeem wérgu yaramu àdduna si mi nga xam ne njaayum cër daf ko ñor lool joxe digle OMS yu njëkk yu ñeel weccandiku cër nga xam ne kuréel gi ci caafaram bon excusez-moi la fin. Donc par exemple si on prend cette phrase-là, donc on va générer 3 phrases qui vont supporter que le OMS dafa daganalul njaayum cër, c'est-à-dire le fait de vendre une partie de ton corps, etc. Bon, ça parle de ça, etc., etc. Donc, on va produire 3 phrases qui vont venir pour supporter ça. Ensuite, produire 3 phrases qui vont venir pour réfuter ça et 3 phrases qui vont venir pour maintenant être neutres. Donc, pour dire que, bon, par exemple, si je parle de njaayum cër, je peux générer 3 autres phrases qui parlent d'autre chose que ce qui est en train de se dire là. Par exemple, je peux dire si atum 1987, Abdou Diouf moo nekkoon président du Sénégal. Donc, loolu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire là. Donc, ça veut dire que donc, ce qu'on vient de générer est une note of information, c'est-à-dire ça ne permet pas de donner assez d'informations pour confirmer ou bien infirmer cette phrase-là. Donc, ça, c'est ce qu'on a pour la santé. Donc, de la même manière aussi, on a eu 200 documents. Donc, je vous ai montré comment est-ce qu'on a fait pour avoir des 200 documents à travers Wikipédia. Et ces 200 documents-là ont abouti à 210 claims. D'accord? Et pour chaque claim, on va produire, donc chaque annotateur va produire 2 phrases qui vont le supporter, 2 phrases qui vont réfuter et 2 autres phrases qui seront neutres par rapport à l'affirmation. Maintenant, naturellement, donc il y a 3 annotateurs, donc on doit calculer un score, d'accord, pour savoir, bon, est-ce que ce qu'ils font donc, est coloré. Donc, et tout au long du document, donc vous allez voir que donc on a eu de très bons scores pour tout ce qui est alignement entre annotateurs. Donc, je reviens sur le document pour vous montrer. Par exemple, si je prends juste l'exemple du Wolof, donc lorsque on donne le document aux 3 annotateurs, donc on donne ce même document aux 3 annotateurs qui doivent faire la traduction. Maintenant, on va calculer le score, par exemple, pour cet ordinateur qui permet de dire est-ce que l'annotateur a bien traduit ou pas. Même si le modèle ne sert pas de référence, mais ça nous permet de nous indiquer
si la traduction elle est bonne ou pas. Donc, si c'est en deçà de 0,5%, donc on va demander voilà, à l'annotateur de voir est-ce qu'elle a bien annoté ou bien il n'a pas bien annoté. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, de ce fait, ça nous permet d'avoir un bon score. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des annotateurs sont bien alignés par rapport au travail qui a été fourni. Donc, maintenant, bon, pour tout ce qui est génération de phrases par rapport au refuting, au supporting, bon, ça, on l'a fait au travers d'une autre application, donc, que je ne peux pas vous montrer malheureusement, mais c'est là-bas qu'on a fait. Maintenant, les données qu'on aura par rapport à l'évidence qu'on va souligner pour chaque document. Maintenant, c'est ce score-là qu'on va calculer. Et ce score-là tourne autour de, pour la santé, on a un accord entre 74 et 82%. Donc, pour la culture, en moyenne, on a 82 à 83% d'accord entre les annotateurs. Maintenant, si on vient sur maintenant l'évaluation du modèle, maintenant pour l'embedding, donc là, je vous disais que nous avons trois modules. Donc, le premier module, c'est naturellement la recherche d'informations. Donc, les embeddings issus en translingue, c'est-à-dire si on prend le NG10, donc en moyenne, donc on a eu un score de 75%. Donc, et ce score-là, de 75% à presque 50%. Donc, si on revient maintenant sur les langues africaines, donc vous allez voir en détail donc, au niveau de l'article. Donc, on a eu un écart énorme quand même sur ce qu'on a eu sur le corpus en anglais par rapport à ce qu'on a eu sur le corpus en moyenne pour les langues africaines. Donc, ça, on l'a séparé pour faire deux choses, c'est-à-dire pour la culture, le domaine de la culture et les news, et aussi pour le domaine de la santé. Donc là, si on regarde les scores, donc on a vraiment une baisse de performance qui tend de 75% à 49%. Et maintenant, même ce score-là n'est pas gardé par rapport à la santé. Et n'oubliez pas que lors du début, on a dit qu'on n'avait même pas de données par rapport à la santé. Donc, le modèle donne beaucoup plus de résultats par rapport à la recherche d'informations, par rapport le fait de retrouver des documents. Donc, on est à 50% pour la culture et à moins de 30% pour la santé. Donc, on a une première explication, c'est-à-dire la taille du corpus, donc avec les documents qui sont brutés, donc dégrade le score. Donc, c'est-à-dire que les modèles d'embedding, qui connaissent beaucoup plus de documents parce que le Wikipédia a énormément de données sur le Wolof, etc., etc. Donc, arrive plus à scorer que sur le domaine de la santé où on n'a presque pas de documents. Donc, je vais y revenir encore pour plus de détails sur deux slides. Maintenant, pour la question numéro 2, donc sur l'extraction de l'évidence. Donc, la couverture linguistique prime là maintenant sur la taille. Donc, par exemple, pour la santé, nous sommes en moyenne entre 0,39, c'est-à-dire 39% à 49% de score en moyenne. Et pour la culture, nous sommes à 52, entre 52 et 56% de score. Donc, la taille ne suffit pas. Donc, si on prend le modèle, donc peu importe le modèle qu'on a pris, donc nous avons le QN3 qu'on a pris, donc avec 0,6 paramètres, avec 6 billions de paramètres et 8 billions de paramètres. Donc, on a vu que donc, ça n'évolue pas trop par rapport à ces deux modèles-là. Maintenant, l'adaptation gagne. Donc, si on prend maintenant Afrique et 5, donc à nous autres. Et le point donc, qui est revenu donc, pour l'ensemble des langues que nous avons comparées, donc c'est-à-dire c'est le manque de données. Donc l'écart entre le score que nous avons sur le domaine de la santé, par rapport au domaine de la culture, n'a pas autre explication que le manque de données. Maintenant, on revient maintenant sur la vérification des faits. Donc ici, on a utilisé deux approches. Donc on a
le zero shoot qu'on a utilisé, donc pour le few shoot learning et le fine tuning. Maintenant, si on utilise le zero shoot learning, donc vous allez voir que les résultats du modèle, donc ça dépasse à peine. Donc par exemple, si on prend le Wolof, on est à 0,4%. Si on prend le Amharique, on est à 0,3%. Donc on est un peu, ou bien on est même en deçà du hasard. Donc c'est-à-dire les modèles n'arrivent vraiment pas à donner de bonnes informations. Donc là, on est en moyenne, on est à 34%. Maintenant, pour le true shoot, donc là, nous sommes à presque 70%. Donc, par exemple, on va donner 3 exemples. On va donner 3 exemples au modèle avant de lui poser la bonne vérification, donc au 4e exemple. Donc, lui donner 3 exemples. Ensuite, le 4e maintenant pour évaluer. Donc, on va voir que le true shoot donc, marche beaucoup plus que le zero shoot. Donc, on gagne entre 43 points avec les 3 exemples. Si on arrive à donner 3 exemples au modèle, avant de vérifier l'information, donc on gagne plus de 43 points. Et maintenant, avec le zero shoot learning, donc on a le zero shoot prompting du moins, donc on a presque la plupart du modèle, donc environ 33%. Donc comme le montrer, donc pour l'ensemble des langues. Maintenant, sur comment donc chaque tâche est évaluée. Donc j'avais dit que on a 3 modules séparés. Donc là, on a utilisé le recall, d'accord, du NGDC 10 donc pour faire l'évaluation. La même chose pour l'extraction de données. Et maintenant, pour les LLM, on va juste utiliser la classe l'accuracy pour faire la classe, parce qu'il s'agit juste de la classification. Donc là, on classifie donc par rapport au supporting, refuting et not enough information. Donc voici, donc là, on va utiliser le recall, là aussi le recall. Et pour la vérification des faits, il s'agit d'une classification. Naturellement, on va utiliser l'accuracy. Maintenant, pour la langue Wolof, donc vous allez voir que c'est la langue la moins dotée du corpus. C'est pas la langue la moins dotée du corpus, mais on considérera que c'est la langue la plus la plus faible quand même du corpus. Donc nous nous sommes basés donc sur le MATLAB. Oui, le MATLAB même. Je l'avais ici, je pense. Oui. Donc le MATLAB, donc c'est un corpus, donc un large corpus, donc où on a comparé l'ensemble des langages, des 10 langues que nous avons pris et qui sont dans le corpus pour faire la comparaison. Et si on prend le Wolof, donc vous allez voir que le Wolof est à moins de moins de 5 bits, d'accord, sur le corpus. Donc ça est là. Donc on est à 4,5. D'accord, on est à 4,5. Donc c'est cette comparaison qu'on a fait pour classer maintenant les langues les moins dotées du corpus. Donc le Wolof est la langue la moins dotée du corpus. Et pour les statistiques, donc, au total, on a 1658 claims qui sont annotés, donc dont 848 pour la santé et 810 pour le Wolof. Donc, pourquoi maintenant le Wolof reste difficile, mais reste compliqué? Naturellement, c'est une langue qui est sous-représentée, d'accord, au pré-traitement, naturellement. D'accord. Il y a pas mal de modèles de LLM donc qui embarquent le Wolof, dont le Tiny AI. Donc ce modèle comprend le Wolof. Donc Gaussian AI a contribué. Donc il y a pas mal de modèles qui ont été entraînés sur le Wolof. Mais ces modèles-là ne sont pas nombreux. D'accord. Et même s'ils sont nombreux, le Wolof n'est pas très bien représenté comparé aux autres langages sur le corpus sur lequel ils sont entraînés. Donc ça, c'est naturellement donc, ce qui explique. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est par rapport aux biais de projection. Donc nous sommes partis. Donc pour la santé, naturellement, nous avons des documents qui étaient en anglais. Donc on a traduit en Wolof. Donc naturellement, on peut considérer qu'il peut y avoir
donc des problèmes de traduction, donc venant de l'anglais au français. Et aussi, ça, c'est un problème sur lequel j'ai été confronté. Les annotateurs qu'on a pris pour ce projet-là, la plupart, ils avaient du mal à traduire, à comprendre l'anglais. Donc, qu'est-ce que je faisais? Parfois, je les expliquais la phrase, ou encore, je prenais la phrase qu'on va encore traduire en français, pour ensuite le traduire en wolof. Parce que c'était la langue qu'ils maîtrisaient le plus. L'autre chose qui est marquant, c'est qu'on n'a pas assez de contenu sur le web. Même si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir que rares ce sont les documents, donc les documents que je vous ai montrés. Donc pour certains, comme certaines personnalités, etc., bon, vous allez voir que le document qui est disponible en anglais a été traduit en wolof, mais pour la plupart du temps, donc les documents ne sont pas disponibles sur le Wikipédia wolof. Comparé à d'autres choses, comme par exemple moi si je veux contribuer, parfois je comprends très bien le travail qui est en train d'être fait, mais malheureusement, moi je ne peux pas traduire correctement. Je ne peux pas traduire correctement comme le font les linguistes. Par exemple, moi je peux très bien comprendre la phrase, mais mon wolof à l'écrit n'est pas très bien. Donc je peux pas participer au travail. Parce que la manière d'écrire le wolof est assez particulier. Parce qu'il y a certains mots, je ne peux pas les écrire correctement en wolof. Et même si je les écris, il va falloir toujours un linguiste qui va passer derrière pour encore recorriger mon travail. Donc le fait juste de ne pas maîtriser la façon d'écrire le wolof, donc c'est un problème. Et ça, c'est un problème pour presque tout le monde. On ne sait pas, pour la plupart du temps, nous ne savons pas écrire correctement le wolof. Donc on peut bien comprendre. Donc moi, techniquement, je peux bien comprendre ce qui se passe, mais il faudra toujours que je fasse recours à un linguiste qui pourra repasser sur les phrases que j'ai écrites pour les corriger. Donc ce qui va constituer un double travail. Et malheureusement, je l'ai dit, donc la plupart des linguistes avec lesquels je travaille pour ce projet-là n'ont pas une très bonne maîtrise de l'anglais. Donc, ne peuvent pas traduire directement une phrase de l'anglais vers le wolof. Donc, il faudra toujours qu'on passe encore par le français. Donc, ce qui naturellement va créer des biais donc, sur la traduction exacte, exacte des phrases. Bon. Et enfin, donc, parler un peu du projet de manière générale. Donc, la récupération donc, translingue est défaillante donc, pour l'ensemble des langues qu'on a vues. Donc, la dotation linguiste, donc, l'augmentation du taille du modèle. Donc, ça aussi, c'est vérifié au niveau de l'article. Et les large language modèles, donc, ne vérifient pas les faits en zero shoot. Donc, j'ai vu qu'il n'y a pas de très bonne performance donc, pour le zero shoot. Mais avec le few shoot et le fine tuning, quand même, ils arrivent à adapter, à aider fortement. Maintenant, le dataset et le modèle aussi sont en accès libre sur Hugging Face, sur GitHub. Donc, je vais partager le lien après. Maintenant, pour les limites qu'on a trouvées pour ce travail-là, donc naturellement, on n'a pas choisi l'ensemble des langues africaines. Donc, on a aussi choisi les langues voilà, qui sont un peu dotées et qui techniquement, quand même, on pouvait faire recours à des personnes. Voilà. Donc là, au Sénégal, le Wolof, on a Galsen Yaye qui a pas mal participé à des projets de Massahan. Donc, j'ai parlé premièrement, lors de mon introduction du projet de NER, donc sur lequel Galsen Yaye a pas mal contribué. J'ai parlé aussi du projet AYA de Coher for AI, où aussi Galsen Yaye a pas mal contribué. Donc ça aussi, bon, aussi sont basés un peu sur ces informations pour pouvoir inclure le Wolof au niveau du corpus. Donc pour les données qui sont annoncées ensemble, donc là aussi je l'ai expliqué tout au long de la présentation. Donc on a vraiment du mal à avoir certaines informations pour certains documents, comme la santé en Wolof. Donc ça, presque on n'en a pas, d'accord. Maintenant, que faut-il faire pour combler l'écart de l'anglais vers les langues africaines? Donc, comment avoir une meilleure embedding par rapport aux résultats que nous avons projetés? Et naturellement, comment on peut faire pour maintenant avoir plus de données? Donc, quelle initiative on peut faire pour que le Wolof soit beaucoup plus représentatif sur le web? Donc voilà de manière très ramassée là que j'ai voulu partager avec vous au niveau de cet article que nous venons de publier. Donc merci beaucoup et je reste à votre disposition
pour répondre aux éventuelles questions que vous avez. Merci. Oui, merci beaucoup Mohamedan donc, pour cette très belle présentation et pour le temps accordé. Et c'était très intéressant de voir quand même comment ce travail aborde les questions de fact-checking dans les langues africaines, donc et les lier tout ce qui est défi donc lié aux données et aux modèles de langue. Bon, peut-être on va inviter donc aux gens s'il y a des questions ou des interventions. Donc, n'hésitez surtout pas. Oui, Mohamed, allez-y. Bonjour. Bonjour Mohamedan. Bonjour. Merci pour cette présentation. En fait, j'ai beaucoup de questions, mais je pense que je vais commencer premièrement sur les données. Par exemple, vous avez dit que voilà, vous étiez obligé, par exemple, de faire la traduction sur les données de santé. Et sur les données générales, genre tout ce qui est culture ou information, genre vous êtes parti sur Wikipédia pour récupérer des données. N'est-ce pas, c'est ça? Oui, oui, effectivement. Oui, exactement. Je me dis que vu que vous avez participé à un projet de NER, genre qui a, par exemple, des phrases sur les news, pourquoi vous ne l'avez pas récupéré et les annoté directement? Est-ce que le choix, genre, voilà. Est-ce que c'est un choix ou vous... D'accord. En fait, quand même, nous, on a participé à ce projet. Donc, on est venu comme contributeur, même si je participe en tant qu'auteur pour le projet. Donc, il y a déjà quelque chose qui a été défini. Donc, effectivement, donc, tu viens de rappeler cet article-là, donc le NER, Name Entity Recognition, donc, qu'on a fait, sur lequel on avait fait du scrapping pour ce projet-là. Donc, on a fait beaucoup de scrapping pour ce projet pour avoir les données de naissance. Effectivement, c'est pertinent de pouvoir les inclure au niveau de dataset, mais n'oublie pas que là, c'est une approche carrément LLM où on a besoin d'une vaste quantité de données. Donc, ce sont les approches avec Wikipédia qui étaient beaucoup plus adaptées par rapport à la méthodologie déjà définie par le chercheur. Donc, c'est le chercheur qui pilote le projet et qui avait choisi cette méthodologie validée. Ok. Et la deuxième question, c'est par exemple c'est toujours dans le même cas, parce que par exemple, moi je m'intéresse à ce sujet et je vois que par exemple dans les langues générales, par exemple les langues qui sont vraiment très dotées, d'habitude, cette tâche est reliée à ce qu'on appelle la liaison d'entités. Par exemple, sur tes claims, tu peux avoir par exemple des entités qui ont annotées au préalable et en même temps liées à des QID sur Wikidata, genre sur des bases de données. Et par exemple, est-ce que vous avez, par exemple, envisagé cette tâche ou vous ne l'avez pas inclus dans le planning, quoi, genre, quand vous rédigez le projet? Non, 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 pas du tout. Moi, je viens même de me souvenir qu'il y a carrément cette approche-là qu'on pouvait utiliser, mais ce n'était pas pris en compte au niveau du projet. Et si, par exemple, moi, je veux participer, par exemple, sur des travaux comme ça, par exemple, sur tout ce qui est recherche et extraction d'informations, par exemple, est-ce qu'il y a une possibilité ou il y a une démarche à suivre, par exemple, sur des projets open source ou annotations ou quelque chose comme ça? Oui, bon, vous n'étiez pas là au début, mais c'est ça que ça fait 2 ans. Moi, je me suis carrément focalisé sur l'inclusion du Wolof sur les nouveaux outils d'IA. Donc, j'ai commencé à me candidater sur l'ensemble des projets open source que je voyais. Donc, c'est-à-dire le projet AYA de Cohere for AI. Je m'étais candidaté et j'étais devenu le langage coordinateur pour le Wolof. Donc, je suis allé là-bas, je me suis dit que je pouvais représenter le Wolof et trouver d'autres contributeurs pour contribuer au projet. Donc, on avait créé une équipe au sein de Galsen AI. J'avais créé même un groupe où j'ai demandé aux gens de venir me rejoindre afin qu'on puisse ensemble
contribuer au projet de Aya. Je me rappelle de ce projet, genre genre, il y avait la possibilité, par exemple, de valider des annotations, genre des traductions. Effectivement. Donc, c'était ça. Donc, donc c'est ça. Et ce projet même m'a rappelé de l'importance que tout un chacun, de chaque membre de la communauté a comme responsabilité à pouvoir contribuer sur les projets. Donc, on a plus de 2000 membres sur WhatsApp. On est à plus de 18 000 membres. On a plus à 3 000 membres sur Meetup. Donc, il y a pas mal de personnes. Mais il y a pas mal d'étudiants qui sont là, voilà. Et qui, je pense, que pouvaient facilement contribuer sur ce projet-là. Mais comme je l'ai dit, et c'est la remarque que j'ai fait pour tout le temps, il y a cette barrière-là que les jeunes ont par rapport à l'anglais, par rapport au projet, etc., etc. Dès qu'ils voient un projet, voilà, c'est un peu compliqué, l'affiche est très jolie, etc., ils se barricadent. Donc, ils ne candidatent pas, voilà. Et moi, j'essaie à chaque fois que je discute avec quelqu'un, je lui dis, il faut toujours candidater, il faut toujours venir contribuer. Il ne faut pas attendre d'être un expert pour contribuer, d'accord? Moi, lorsque j'ai participé au projet NER de Massahan, donc j'étais encore un débutant, un peu de l'IA. Et donc, c'est un projet qui a eu plus de 200 citations. Donc, c'est un article, ça c'est le premier article sur lequel j'ai été affiché. Il y a les deux versions, le NER 2021 et 2022. Oui, tu as vu. Donc, et ça, j'étais encore très jeune par rapport au CSR qui est confirmé. Et moi, j'ai participé à cet article-là. Donc, si vous recherchez, vous allez voir mon nom là-dedans. Et alors Oui, que, j'ai vu. voilà. Donc, ça, j'encourage tout le monde à venir participer, à venir contribuer encore pour ces projets-là. Donc, c'est une occasion d'apprendre. Vous allez beaucoup apprendre. Et aussi, vous allez en gagner de la reconnaissance. Parce que naturellement, peu importe le travail que vous allez faire, vous allez gagner en reconnaissance. Donc, s'il y a un article à publier, on va Aussi, aussi effectivement. Et s'il y a aussi prochainement un autre projet rémunéré qu'on va faire, on va faire appel à vous, naturellement. okay. En fait, je pense aussi, comme tu l'as dit, hein, par exemple, moi, je suis à Massahan, genre, je les suis sur les réseaux, et même sur Hugging Face. Mais en fait, je vois même pas des appels à projets comme ça. Tu as vu, donc parce Moi, que de mon côté, vu que le sujet m'intéresse, parfois je récupère leurs travaux et j'essaye, par exemple, d'y ajouter quelque chose. Par exemple, sur la dataset d'Anner, moi j'ai essayé, par exemple, bon, j'ai effectué 2 datasets. Par exemple, un dataset de traduction pour Arabe Wolof, un autre dataset pour la liaison d'entités, c'est-à-dire des essais de... Allô? Vous l'entendez? Non, Mohamed, je pense qu'on l'a perdu. Hein. Quelqu'un d'autre, bon, peut-être juste continuer. Donc, bon, c'est une occasion pour ceux qui viennent. Bon, peu importe le niveau que vous avez toujours la possibilité de contribuer dans un projet, peu importe le niveau que vous avez. Donc, on commence toujours quelque part. Donc, il ne faudrait pas avoir peur de contribuer. Voilà. Ah, Donc, désolé, j'étais parti. oui, allez-y. Ok, je disais, voilà, on voit pas quoi. Genre, est-ce que, par exemple, tu as des suggestions, des liens, genre, pour suivre les actualités sur les appels à projets, quelque chose comme ça? Oui, bon, déjà commençant par le groupe opportunité de Gaz India, je pense que l'ensemble des opportunités que nous recevons, par exemple, dernièrement, il y a un appel à projet qui est là sur le projet qu'on a partagé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sur quoi? C'est sur quoi? Sur Massahan aussi. Donc, ils vont constituer une très grande base de données pour les langues africaines. Je n'ai pas beaucoup lu quand même, mais c'est un même projet. C'est un projet similaire que le projet que je viens de présenter. Ah ouais, Du j'ai moment, pas. oui. Donc, peut-être je vais partager ça tout de suite. Si tu es sur le groupe, je vais m'en rappeler et Oui, je vais partager ça oui. Donc, juste à encourager tout le monde, donc, qu'on peut tous contribuer à l'inclusion du Wolof. Donc, l'inclusion du Wolof sur des outils d'IA. Par exemple, le même projet sur lequel nous avons travaillé, donc, qui a abouti à Tiny AI, d'accord, le LLM. C'est le même modèle qu'on a utilisé aujourd'hui, même pour faire l'évaluation du modèle. Donc, il fait partie des modèles de LLM qu'on a utilisé pour faire l'évaluation de ce travail. Donc, et en amont, on avait contribué à ce projet. Ok, Et ok. bon, une autre anecdote que je peux vous donner, donc j'ai travaillé sur un projet avec Aya, où j'ai représenté Galsen AI.
un jour, Dergen est allé aux États-Unis. Il a rencontré quelqu'un, il lui a demandé est-ce que tu connaissais Mohamed Anta Gasselier. Il était surpris. Oui, et cette même personne-là m'a mis en rapport avec le chargé de l'innovation et de l'intelligence artificielle de la mairie de New York. Voilà. Donc, oui, avec lesquels on a eu à travailler sur un autre projet. Et parce que moi, j'avais juste contribué gratuitement sur ce projet-là. Donc, j'ai eu 2 ou bien 3 autres opportunités grâce à ça. Donc, vous ne pouvez pas imaginer donc, les opportunités qu'on peut juste avoir en candidatant, voilà, en représentant sa langue, parce que le Wolof, c'est pour nous. Donc, premièrement, ça peut être du bénévole, mais ça ne le sera pas dans le futur. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est rémunéré, naturellement, on fera appel à vous. Ok. En fait, c'est intéressant. Hein? C'est juste comme j'ai dit. Hein. Parfois, il y a des opportunités qu'on rate, quoi. Genre, peut-être c'est par manque d'attention ou quelque chose comme ça. Mais après, voilà. Moi, en fait, j'ai envie de travailler sur des sujets liés à tout ce qui est extraction d'informations ou sur des sujets multilingues, vu que moi, je suis multilingue. Donc, je suis un peu plus à l'aise sur l'arabe, le français, l'anglais et le wolof. Donc, tu peux m'écrire. J'ai des projets. Voilà. Je pense dernièrement aussi, j'ai envoyé à Dergen un article, un data paper pour. On a encore perdu. Hein. Oui, apparemment. Mohamed Mbaye. Mohamed Mbaye, c'est Bon, peut-être en profiter pour prendre 2 questions dans le chat. Donc, il y a 2 questions de Mohamed Abdou Sall. Donc, il demande, première question, quelles sont les perspectives et propositions pour relever ces défis qui freinent le Wolof comme première question. Et sa deuxième question, donc, si je peux, quelle évaluation faites-vous sur le projet AYA? Donc, et qu'est-ce que ça a concrètement apporté au Wolof? D'accord. Donc, pour la première question, je pense que c'est la question la plus compliquée quand même. Parce que le Wolof, c'est assez compliqué quand même. C'est très compliqué. Parce que, bon, au fil des années, moi, j'ai compris que le Wolof n'était pas une langue écrite. C'était une langue parlée. Donc, c'est une langue parlée. Et naturellement, peut-être, je ne sais pas comment on fera, mais au finish, ça sera plus l'ASR qui va marcher sur le Wolof que le texte. Ça, c'est ma conviction. Donc, déjà commençant par l'écriture. Donc, vous allez voir qu'il y a une contradiction sur ce qu'on est en train de faire, nous. Nous travaillons sur du Wolof académique. Donc, si vous voyez les documents que je viens de partager, donc, ils sont tous, les transcriptions se font sur du Wolof académique. Maintenant, ce Wolof académique-là, la plupart de nous, on ne l'utilise pas. Si vous allez sur des réseaux, sur Twitter, les gens n'écrivent pas ce Wolof. Ne parlent pas ce Wolof. Donc, naturellement, par exemple, si j'écris un modèle dont les données ont été entraînées sur du Wolof académique, naturellement, ce modèle-là, dès que je vais le mettre en production, le modèle-là ne va pas du tout marcher. Parce que les utilisateurs ne parlent pas ce Wolof sur lequel j'ai entraîné mon modèle. Donc, ça, c'est un problème. L'autre chose, il y a d'autres problèmes, c'est le code switching, naturellement. Certes, il y a pas mal de choses qui ont été faites entre-temps. Donc, le fait que moi, lorsque je te parle Wolof, en même temps, je te parle du français. Donc, la manière dont on gère ce code switching-là, c'est compliqué. Et lorsqu'on fait de la data collection, on ne prend pas en compte cet aspect-là. Donc, nous, lorsqu'on fait de la collecte de données, nous ne prenons pas encore en compte ces problèmes-là. Donc, nous devions faire de la data collection, d'accord, en faisant de la collecte, non pas uniquement sur le Wolof académique, mais aussi en prenant en compte le code switching, etc., le Wolof urbain, le Wolof que tout le monde parle, le Wolof que tout le monde écrit, si on fait du scrapping sur Twitter, etc., etc. Donc ça, c'est des problèmes qui sont là et qui sont réels. Malheureusement, bon, vous allez voir qu'il y a pas mal de chercheurs qui sont là, qui font des choses. Bon, Dergen, commençant par Dergen, qui a fait d'excellent travail sur l'état de l'art par rapport au TTS, par rapport à l'AS, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. Mais quand même, il faut encore une dynamique d'ensemble. Il faut encore
beaucoup plus de chercheurs sur ça, beaucoup plus de contributions sur ça pour qu'on puisse régler ce problème du Wolof. Donc ça, et bon, c'est encore beaucoup plus compliqué que tout ce que je viens de dire. Ça aussi, moi, je le crois. Mais encore, on reste optimiste donc, par rapport à la montée en compétences, voilà, par rapport à tout ce que nous voyons sur l'écosystème AI actuellement au Sénégal, etc. Espérons que voilà, tous ces problèmes-là seront réglés dans un futur proche. Et espérons aussi que ces problèmes-là, les solutions vont venir de la communauté que nous, on a mis en place, voilà, qui est Galsen AI. Donc, qui sert à ça. Galsen AI, c'est une communauté où c'est le partage, c'est la générosité. Donc, on essaie de vraiment d'impulser une dynamique, d'accord, de pousser chaque jeune à se surpasser, de pousser chaque jeune à exceller dans son domaine et de pouvoir contribuer. Parce qu'on peut le faire. Si les autres le font, nous aussi, on peut le faire. Maintenant, sur l'impact du projet AYA, donc, déjà, le fait juste qu'on ait eu à représenter le Wolof dans AYA, donc c'est déjà, ça c'est impactant. Et n'oubliez pas qu'au niveau du projet AYA, sur les Acknowledge, vous allez voir que ils ont, en reconnaissant la communauté Galsen AI. Donc nous, on n'a pas représenté AYA en personne. Moi, le projet AYA, je l'ai représenté en tant que membre de Galsen AI. Donc on a eu beaucoup de reconnaissance par rapport au travail qui est en train d'être fait donc, par la communauté Galsen AI. L'autre chose, donc, au niveau du dataset qui est disponible sur Hugging Face, vous allez voir qu'il y a on a plus de 5000 ans, on a fait plus de 5000 contributions sur le projet AYA. C'est pas très nombreux quand même. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont entraîné la première version d'AYA, ils n'ont pas pris en compte le Wolof. Parce que nous, on était à quelques 5000 et 5000 et quelques contributions. Donc, c'était très peu par rapport aux autres langues. Donc, c'est pourquoi la première version du modèle qu'ils ont ne prenait pas en compte le Wolof. D'accord? Donc, ils ont dit que voilà, on n'est pas assez contribué, c'est normal, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et aussi, pour l'ensemble des projets, au début, bon, tout le monde contribue, les premières semaines, les 2 semaines, tout le monde contribue. Mais dès que ça fait 1 mois, 2 mois, bon, les gens vont commencer à se lâcher un peu. C'est normal. Bon, c'est normal aussi parce que voilà, il n'y a pas d'argent. Aussi, bon, les gens ont d'autres occupations, etc. Et la motivation ne peut pas continuer pour un long processus. Donc, sur un long terme, ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas. Donc, peut-être les 2 semaines, les 2 premières semaines, les 3 premières semaines, tout le monde va contribuer, mais à partir de 1 mois, voilà, les gens vont se lasser. Donc, ça, c'est normal. Voilà. Maintenant, pour la première version d'AYA, ils n'ont pas pris en compte le Wolof sur l'entraînement du modèle. Donc, on est seulement si vous allez sur GIMFE, vous allez voir qu'on n'est pas sur le modèle, mais on est sur le dataset. D'accord? Donc, on a accès sur le dataset. Et ce sont les premières données que nous avons ouvertes, d'accord, sur le LLM. Donc, ce sont les données d'AYA. Maintenant, ils ont encore lancé une autre version, le TENI AI. AYA, c'est pas. Et maintenant, qui prend en compte le Wolof. Le TENI AYA global. Donc, ça est là. Et vous allez voir que moi, j'ai testé quand même. Et ça marche pas mal quand même sur le Wolof. Bon, c'est pas assez convaincant quand même, mais quand même, c'est mieux que rien, quoi. Donc, vous pouvez aussi tester, hein. Donc, j'ai mis le lien sur le chat. Donc, c'est déjà bien. Donc, on tire un bilan vraiment positif. Ne serait-ce qu'on est dans les datasets aussi pour la deuxième version, c'est-à-dire le TENI AI global. Ici, on est dedans. Donc, c'est un bilan satisfaisant pour notre première participation sur un travail open source de LLM. Oui, merci beaucoup, Mohamed. Donc, s'il y a d'autres interventions, sinon on peut prendre l'autre question de Ahmad dans le chat. Déjà, il y a Fellow Jitser qui montre son intérêt pour contribuer au projet. Bon, peut-être Mohamed va y revenir. Donc, sinon, il y a Ahmad qui pose la question concernant les billets. Donc, il demande si, concernant la traduction de l'anglais vers le français, est-ce que vous ne risquez pas d'introduire un biais dans la traduction anglais-wolof en passant par le français? Oui, bon, ça c'est inévitable. C'est normal aussi, hein, parce que on a recruté des linguistes donc, qui sont à CLAD, donc le centre linguiste appliqué de Dakar. Voilà, donc on a 2 linguistes qui sont là-bas et il y a Rokhaya aussi. Donc Rokhaya qui est membre de Galsen AI. Donc on a cheminé sur plusieurs projets. Donc c'est pourquoi à chaque fois aussi moi je l'appelle, je l'appelle directement pour contribuer.
Donc, on est à 3 personnes, donc 2 filles et voilà, un garçon. Maintenant, naturellement, les deux, Rokhaya, elle n'a pas mal, Rokhaya, par exemple, elle n'a pas mal pour traduire du Wolof, de l'anglais directement, de l'anglais directement vers le Wolof, parce qu'elle comprend l'anglais. Mais pour les autres contributeurs, ils ne parlent pas bien anglais. Leur anglais n'est pas très, très bien. Donc, naturellement, on est obligé soit de faire ce travail avec eux, c'est-à-dire moi, je suis là, on essaie d'essayer d'expliquer qu'est-ce que la phrase essaie de dire. Donc, ça va prendre énormément de temps. Donc, naturellement, ils vont, même si je ne les dis pas, c'est ça qu'ils vont faire. Même s'ils ne disent pas ça, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont aller chercher d'abord vers le français, ensuite pour revenir vers le Wolof. Et naturellement, donc, parce que ce circuit-là, d'accord, donc ça, naturellement, ça va créer un biais. Donc, naturellement, donc c'est inévitable. Donc, c'est comme ça, malheureusement. Donc, voilà, c'est pourquoi on l'a bien mentionné sur l'article, vous allez voir sur un peu les limites. C'est la traduction pose carrément problème. Donc, si on n'avait pas à traduire, ça serait mieux. Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Babacar, allez-y. Alors, bonsoir tout le monde. Et bonsoir à Mohamed. Bonsoir. Voilà, donc avant tout, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est vraiment insightful. Voilà, et merci beaucoup. Voilà, donc moi j'avais juste, je pense que 2 questions ou bien 2 préoccupations. Bon, avant tout, actuellement, je travaille sur un projet de collecte pour un... Bon, j'ai déjà fait la partie collecte et pour créer un corpus pour le sentiment analysis. Alors, ce que j'ai en train de faire, c'est, après la collecte, bon, j'ai utilisé un LLM pour faire la préannotation, exemple de MMS, et aussi d'intégrer un linguistique in the loop qui va me permettre de valider est-ce que la préannotation avec le LLM, l'IA, est correct ou bien c'est fausse, quoi. Voilà. Donc ma question c'est, est-ce que le dataset par exemple que vous avez utilisé déjà, est-ce que ça peut servir par exemple un corpus de base pour faire un benchmark en fait? Parce que bon, sur votre présentation, j'ai vu que vous avez eu à collecter des données, par exemple, sur les actualités et tout ça. Donc, je ne sais pas si on peut relier ça, par exemple, avec un LLM pour faire le benchmark par rapport à un autre corpus qu'on veut mettre en place. Alors, l'autre question, c'est si on peut faire, par exemple, une benchmark. Bon, quelles sont, par exemple, les métriques à considérer? Voilà, par exemple, pour un corpus de sentiment analyse, par rapport au premièrement de considérer une préannotation, par exemple, avec l'IA, et aussi un linguistique, voilà, ou bien utiliser, par exemple, un corpus de base qui est beaucoup plus solide, voilà, et vérifié, bien labellisé. Voilà, donc quelles sont les métriques qu'on peut considérer pour faire le benchmark? Ok, merci. Oui, merci beaucoup. Bon, c'est intéressant et je vous encourage beaucoup sur vos travaux, espérant que aussi vous allez rendre open à la fin. Donc, naturellement, bon, il y a pas mal de sources quand même. Donc, les données sont disponibles. Bon, on ne peut pas dire exactement qu'est-ce qu'on va y faire. Peut-être vous allez, c'est à vous de voir, d'aller sur les données, de regarder par rapport aux phrases que nous avons. Donc, on a des phrases qui tournent autour de la santé, donc qui parlent de santé et aussi de culture. Donc, naturellement, pour du sentiment analysis, bon, peut-être la culture, vous allez voir que ça va pas mal. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres sources de données que tu peux utiliser pour, en plus de ces données-là, naturellement. Donc, il y a la base de NER, donc de NER, de Masahan, que Mohamed vient de souligner, donc qui est très intéressant, je pense. Voilà, parce que là, bon, lorsqu'on fait du sentiment analysis, bon, d'habitude, on fait du scrapping
sur Twitter, etc. pour essayer de voir. Mais dernièrement, j'ai vu que c'était un peu corsé d'avoir l'accès à l'API de Twitter. Maintenant, je pense que tu peux aller utiliser ce dataset-là pour essayer de voir aussi comment augmenter par rapport à ce que tu as. Maintenant, pour l'approche, je pense que le sentiment analysis, c'est un domaine qui est pas mal documenté. Donc, vous allez voir si vous êtes juste un tour sur Google, bien sur LinkedIn, sur GitHub. Donc, vous allez voir pas mal d'approches qui ont été utilisées. Je pense que avec un peu de recherche, vous allez voir que c'est un sujet qui est fortement alimenté. Donc, vous n'aurez pas de mal. Et pour les sources de données, je pense que tu peux juste aller voir comme la base NER de Massham, où on a pas mal recueilli des avis par rapport à la politique, etc. Parce que ça, c'était vers 2019, 2020. On parlait beaucoup de Ousmane Sonko, on parle de beaucoup de Macky Sall, etc. Donc, vous allez voir que tout cela se reflète au niveau de cette base de données que tu peux naturellement utiliser pour du sentiment analysis. Ok, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions ou interventions, ou peut-être demander à Mohamed donc comment quelqu'un pourrait vous contacter, donc notamment quelqu'un un chercheur ou un développeur donc qui travaille notamment sur le NLP africain. Donc comment il pourrait vous contacter? Si on peut avoir votre contact pour ça. Oui, hein, oui, je suis disponible je pense, sur l'ensemble des groupes de Kalsenia. Si vous êtes sur WhatsApp, je suis aussi sur LinkedIn à Mohamed Anbouk. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Et puis, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre le lien sur les projets qu'on a écrits. Je viens aussi de voir le projet sur Common Voice. D'accord, le projet de Common Voice qu'on n'a pas encore terminé, même si voilà, on a travaillé jusqu'à ce que le Common Voice est disponible en Wolof. Maintenant, les gens n'ont pas continué. Donc, j'ai rappelé plusieurs fois, mais je n'avais pas vraiment une équipe qui peut continuer à faire ce travail-là. Donc, il y a pas mal. Donc, si il y a un lien que quelqu'un vient de mettre, Mohamed Bay. Donc, si vous cliquez sur le lien-là, vous allez voir, il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut contribuer et sur lesquels les gens ont déjà fait quelque chose. Par exemple, sur Dergen a déjà établi la base, a fait plus de 2000 et quelques phrases qu'on doit juste mettre sur Common Voice. Et maintenant, les visiteurs doivent juste lire ces phrases-là avec leur voix en Wolof. Donc ça, c'est des sujets de recherche sur lesquels, voilà, vous pouvez facilement avoir un article. Je ne sais pas si vous êtes un chercheur, même si vous êtes mais sur lesquels vous pouvez contribuer. Donc nous, on a fait ça en notre temps. J'ai récemment travaillé avec Rokhaya Diagne et Dergen a commencé, il n'a pas pu continuer. Mais nous, on a continué. On a continué jusqu'à ce que Common Voice est disponible en Wolof. Donc c'est des traductions qu'on a fait, qu'on voit. Donc cliquez sur le lien, vous allez voir, on a documenté un ensemble de projets que soit des Dergen, soit voilà, des Aziz ont déjà commencé. Vous pouvez aussi venir contribuer parce que c'est à ça que c'est le reading group même. Lorsqu'on crée le reading group, c'était que quelqu'un puisse venir présenter un papier, qu'on puisse découvrir la méthodologie qui a été utilisée, qu'on puisse découvrir les outils qui ont été utilisés, mais qu'on puisse découvrir aussi les limites de l'article. Maintenant, dès qu'on connaît les limites d'un article, on pourra venir maintenant contribuer. Donc, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc, on a un article. Donc, vous avez vu que ce qu'on a présenté aujourd'hui, même si c'est bien, il y a des limites parce qu'on a fait de la traduction alors qu'on ne devait pas. Donc, il y a des problèmes avec les données. Comment faire pour augmenter les données, etc., etc. Donc, ce sont les limites. Donc, lorsqu'on lit un article, naturellement, il y a des limites. Mais en tant que chercheur, un chercheur doit être un opportuniste. Donc, moi, je lis ton article, je vais essayer de voir les limites de ton article et maintenant essayer de combler ce gap-là avec un autre article. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et je vous encourage tout ça. Moi, je suis vraiment très disponible, même si je ne réponds pas tout le temps sur WhatsApp. Mais quand même, je suis très disponible. On peut s'écrire, etc., se parler. Naturellement aussi, à travers les événements que Galsenia utilise, je suis tout le temps présent sur ces événements-là. N'hésitez pas au besoin.
Oui, merci encore, merci beaucoup. Donc, s'il y a d'autres interventions. Mohamed, est-ce que tu peux accepter ma demande sur LinkedIn, s'il te plaît? Merci. D'accord. Bon, je vous ai envoyé tout à l'heure aussi une demande. D'accord, je vais accepter tous. D'accord, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, peut-être remercier davantage Mohamed Dan donc, pour cette très belle présentation et pour le partage aussi. Donc, oui, Babacar, allez-y. Alors, bon, ce n'est pas, bon, c'est pas si j'ai une question. Juste actuellement, je travaille à la fois sur plusieurs langues. Il y a le Tiwi de fond et aussi il y a d'autres langues africaines comme le Yoruba et tout ça. Actuellement, où je vous parle sur Ghana. Alors, j'ai pas eu, par exemple, pas assez de profil pour pouvoir vraiment continuer voilà, à bien manier. Donc, je ne sais pas si sur votre réseau, si vous avez des profils voilà, que vous pouvez me recommander, c'est que je peux contacter sur ces langues-là. Oui, je pense qu'il faut partager sur le groupe Opportunité, si tu es sur le groupe WhatsApp de Galsen AI. Tu peux juste faire un post là-bas. Donc, sûrement, tu trouveras des personnes qui pourront. D'accord, ok, merci. Oui, merci encore. Donc, merci à tous et merci à toutes et à tous donc, pour votre présence et vos questions aussi. Donc. Et donc, on se tient informé donc, pour des prochaines séances de Galsen AI, donc pour le reading book. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à contacter Mohamed Dan. Voilà, merci beaucoup à tous. Et merci à Mohamed Dan aussi. Ok, merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tous.